Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler épisode avec la critique analyse de l'épisode 777. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé cet épisode parce qu'ils ont dit que c'était un épisode de merde. C'était un épisode filler. Cependant on arrive dans une certaine situation, c'est-à-dire qu'on a eu la fin de l'arc Zou et on a le début d'un gros arc qui est justement l'arc Big Mom, et entre deux, Ichiroda a toujours l'habitude de nous montrer un petit peu ce qui est en train de se passer dans le monde, un petit peu de géopolitique. Et cet épisode, il a une partie fillers, mais il a une partie fillers qui est intéressante, on va détailler tout ça, et il est quand même assez fidèle par rapport à l'épisode auquel il est lié. Donc voilà, contrairement à l'épisode 774, je crois que c'était celui-ci, qui était quelque chose de fillers qui nous montrait quelque chose qui s'est passé mais qu'Ichiroda nous avait pas montré en manga. Donc voilà, mais on va reparler de tout ça en détail. Un épisode qui était sympa. Moi, il m'a amené un petit sourire. Il a un petit peu joué quand même sur le côté nostalgie. J'ai quand même eu un petit côté frisson qui est revenu. Et il m'a aussi bien pris la tête. Bref, on va parler de toute façon tout ça en détail dans la critique analyse de l'épisode de la semaine. L'épisode 777. Un épisode qui n'a pas été jackpot pour la Toei. 777, jackpot. Vous avez saisi ? Alors, comme chaque début de vidéo, on va faire un petit récapitulatif de savoir cet épisode correspond à quoi au niveau du manga. L'épisode 777 correspond aux 7 premières pages, on va dire ça. 7 premières pages et quelques-unes finales avec l'apparition de Carotte du chapitre 823. Et globalement, cet épisode est quand même fidèle au manga. Oui, je sais, je suis en train de... Il y en a certains qui sont en train de se dire, je dis des conneries. On va faire déjà un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans cet épisode. On va commencer déjà par la première chose. Ça dure les 15 premières minutes de cet épisode, donc c'est un peu plus de la moitié. On a quoi ? On a la présentation du royaume d'Alabasta qui va partir pour aller à la rêverie. Je vais expliquer ce que c'est la rêverie juste après. Et au milieu de ça, on a un flashback qui dure au moins 6-7 minutes sur tout ce qui s'est passé au niveau d'Alabasta. C'est-à-dire que tout Alabasta, un putain d'arc quand même, a été réduit en 7 minutes. Sur ce coup-là, je dis que ça va. On va reparler justement un petit peu après. Après, on a la pause, on a quelques trucs qui arrivent. Et après, on a la deuxième chose, c'est-à-dire la présentation des différents royaumes qui vont aller à la rêverie. Et la rêverie, c'est quoi ? Eh ben, c'est une très très bonne question, mon petit Jamy. La rêverie... Oh, ça va y aller, ça va y aller. La rêverie, c'est tout simplement une réunion qu'il y a tous les 4 ans où les chefs d'État ou les souverains de différents royaumes se réunissent pour parler un petit peu du futur sous l'égide du gouvernement mondial, et ils se réunissent à Marijoa. Et d'ailleurs, on a vu un petit flashback là-dessus quand on a eu la fin de l'arc Drum où on voit, c'est Dalton qui nous explique que Wapple avait quand même foutu une petite bouffasse à la toute petite Vivi, et ça a failli quand même dégénérer en conflit, en incident diplomatique, parce qu'il faut savoir que les personnes qui se réunissent là-bas, eh ben, il y a différents royaumes qui sont en guerre. Donc voilà, donc question un petit peu ambiance, c'est un peu tendu parfois. Et là, question tendue du slip, ça va y être quand même, parce que les Mugiwara ont quand même fait un petit peu les cons un petit peu partout, et il y a différents pays où justement les Mugiwara ont eu une très très grande importance, et les mecs justement, ils vont poser des questions au gouvernement mondial. C'est le cas par exemple de Cobra, qui suite au dialogue qu'il a eu avec Robin, va poser des questions sur les poneglyphes. Après on sait que les royaumes des hommes poissons, justement ils vont y aller, et d'ailleurs le petit passage avec la reine, enfin la reine, oui mais attends c'est la reine, c'est la princesse, mais c'est aussi la... Non c'est la princesse parce que le roi il est toujours en vie, donc arrête de dire des conneries Hervé. Le doc, autant pour moi. La princesse Shiriaoshi, qui est toujours en train de chialer et qui m'énerve totalement. D'ailleurs, il y a une très belle utilisation des deux princesses qui est Vivi et qui est Shiraoshi. Ça aussi, on va revenir un petit peu après. Eh bien, elle avait un petit peu de mal à y aller. Puis c'est justement ses frères qui ont dit pense au Mugiwara et vas-y, puis arrête de chialer comme une grosse gamine. Donc voilà, ça c'était assez sympa. Et on voit aussi qu'il y a d'autres royaumes qui vont être présents. Il y a surtout le petit Steli qui est le frère adoptif de Sabo, qui est devenu carrément maintenant le prince de Goa, ce qui est quand même énorme. Et après on voit d'autres petits royaumes, un mec avec une horloge, un qui ressemble un petit peu à un petit nerveux qui a fait pas mal de conneries entre 30 et 40, voilà, avec une petite moustache.
on va dire ça comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on voit un bateau avec une tête de lion et le royaume c'est Icilia. Et ce mec là il est important parce que c'est Lucas, je ne me rappelle plus. C'est pas Lucas TV, ça par contre j'en suis sûr et certain. Mais ce mec là, c'est lui qui, il y a 8 ans, toujours au moment où il y a eu l'altercation entre Wapol et Vivi, avait fait voir qu'il y a un petit mec qui s'appelle Dragon, qui est un révolutionnaire et qui va franchement faire chier le monde d'ici 6-7 ans. Et sur ce coup-là, Paulo Lucas, il s'est pas trop planté. L'autre élément important ici qu'on voit, c'est que l'un des dirigeants de Hanno Kuni, je crois que c'est comme ça que s'appelle, c'est le pays des fleurs, qui est en totale opposition à Wano Kuni, qui est le pays des cerisiers, je crois. Est-ce que je dis une connerie? Je dis sûrement une connerie. Non, Sakura, c'est cerisier en fleurs. Donc quoi, je crois que c'est cerisier tout court. Enfin bref, je sais pas si je suis en train de dire une connerie, mais on sait que justement le pays de Hanno Kuni était le pays d'où venait Shinjao. Pour ceux qui ne se souviennent pas, allez regarder Dressrosa, et maintenant c'est Sei qui est le chef de la flotte militaire. Et eux, ils vont avoir aussi des informations par rapport à ce qui s'est passé sur Dressrosa. Et ça va quand même foutre un tout petit peu le bordel. Parce qu'il faut savoir aussi que sûrement, les mecs de Dressrosa, c'est-à-dire et j'ai du mal avec les noms aujourd'hui, Riku, oui c'est ça, la famille Riku va être aussi présente. Donc franchement, là on sent qu'à la rêverie, il va se passer des choses super importantes. On ne sait pas quelle information il va y avoir exactement, mais le gouvernement mondial va un tout petit peu flancher. Ça c'est sûr et certain parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Et encore une fois, c'est ça que j'aime bien dans One Piece parce qu'il y a une dimension géopolitique derrière qui est un petit peu dissimulé mais qui a vraiment son importance. C'est-à-dire que One Piece, ce n'est pas une histoire que de pirates qui se foutent plein la gueule. Il y a tout un univers qui a été créé et c'est un univers qui est intéressant politiquement. Et donc tout ça, on l'avait dans le manga et on le retrouve parfaitement dans l'anime. Par contre, là, on a eu un truc en plus, c'est tout simplement le flashback qu'il y a eu sur la période d'Alabasta. Alors, ce, entre guillemets, fillers, est-ce qu'il était intéressant ? Pour moi, concrètement, il ne m'a pas choqué pour plusieurs raisons. Premièrement, il a été redessiné. Donc, ce n'est pas un acte de fainéantise de la Toei. C'est-à-dire, la Toei aurait pu reprendre des passages et les transposer ici pour faire du comble, pour combler. C'est-à-dire que les mecs en charge de faire cet épisode, ils auraient eu seulement que la moitié de l'épisode à faire, parce qu'il y a aussi le film Alabasta qui a été fait, et ils auraient pu prendre des passages du film d'Alabasta. Et il faut voir aussi que les passages qui ont été redessinés, il y en a certains qui sont totalement merdiques, surtout quand c'est des vues de loin avec tous les personnages, mais il y a il y a des passages absolument excellents. Les gros plans qu'il y a sur la tête de Crocodile est magnifique. Franchement, il est magnifique. Par contre, le passage du combat entre Crocodile et Luffy, j'ai pas ressenti la tension qu'il y avait. Ça manquait un petit peu. En plus, c'était assez mal dessiné quand il part dans les airs. Et le coup de la Gatling, enfin le Storm plutôt, non pas de Gatling, et il était pas là. Après, on sent qu'il y avait aussi un petit problème au niveau de la voix des seiyuu. Par contre, le passage où Vivi a frappe Luffy, ça m'avait énormément marqué et ça me fait du bien de le revoir ici. Ça, c'était vraiment classe. Et les adieux. Les adieux où... Et putain, j'ai oublié! Je devais me faire une croix sur le bras comme un gros con, puis j'ai oublié. Putain, je suis vraiment idiot. Le passage où il y a le bras qui lève, où il y a Vivi qui est là avec les larmes dans les yeux. Ne me dites pas que ça vous a pas foutu du frisson. Et ben, rien que pour ça, j'étais content de le voir. C'était assez bien. Et en un sens, tout ce qu'on voit sur Vivi, on voit vraiment qu'elle a ce caractère, qu'elle a cette avant. C'est une petite Lara Croft. Oui, aussi au niveau des boobs, c'est une petite Lara. Elle a grossi un petit peu au niveau des boobs. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai fait une petite comparaison avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant. Voilà, en 2 ans, il y a du bonnet. Il y a du bonnet dans les 2 ans, donc c'est comme Lara Croft, mais elle est aussi aventurière. Et on voit aussi qu'elle s'est pas mal entraînée parce qu'elle saute quand même du haut du mât et elle tombe. Et il y a vraiment ce... Moi ça m'a fait plaisir de revoir Vivi parce que Vivi c'était pas la princesse qui nous faisait chier. Contrairement à celle de Dressrosa qu'on va revoir dans l'épisode prochain, et bien sûr Shirahoshi. Passage là par contre où il n'y a pas trop de fillers, où c'est pas trop étendu, et qui est propre au manga, qui est vraiment fidèle au manga. Par contre ce passage là m'a totalement énervé. Ouais, je ne la supporte pas.
Ah, la gamine qui chiale, j'ai du mal, j'ai encore du mal. Je pense que c'est Rebecca qui m'a traumatisé. Rebecca m'a traumatisé. Franchement, à ce niveau-là, Rebecca et Mancheri, là, ils m'ont traumatisé au niveau du chialage. Donc maintenant, Shiroshi, en plus, c'était l'arc qui m'a quand même fait quitter One Piece, hein, parce que l'arc des hommes poissons, moi personnellement, je l'ai pas du tout aimé. Donc c'est ça qui m'a fait quitter One Piece à l'époque. Et là, de les revoir ici, bah, il n'y a pas eu le déclic. Il n'y a pas eu le déclic. Maintenant, savoir ce qui va se passer exactement, parce que ce qui est important ici, c'est qu'ils ont des tonnes de signatures et il va y avoir le mouvement de l'île des hommes poissons vers la surface. Et là, on ne sait pas comment les autres royaumes vont venir, parce que, par exemple, celui-là qu'on a vu qui ressemble au petit nerveux pendant 39-40 là, 39-45 et même avant, bien sûr, parce qu'il avait fait la première guerre mondiale, ce petit gars. C'est que ça montre quand même que c'est peut-être des mecs qui sont un peu nazis, donc ils reprennent peut-être cette notion de race, ou avec les races inférieures. Et justement là avec les hommes poissons, peut-être que certains vont pas être contents qu'ils remontent à la surface. Et rappelez-vous que l'île des hommes poissons est juste en dessous de Marijoa. Et à un moment on voit bien que dans l'île des hommes poissons qu'il y a un petit flashback où on voit la destruction. Donc encore une fois, cette rêverie, moi je l'attends avec beaucoup d'impatience. D'impatience, ça y est, je retourne au Québec, moi, je suis complètement fou. Et après, on a le final de cet épisode avec l'apparition de Carotte. L'apparition de Carotte, encore une fois, excellente, comme dans le manga, c'est-à-dire que tout le monde est complètement KO. On a aussi les dernières réflexions des mecs qui viennent de chuter de plusieurs centaines de mètres, avec Luffy, d'ailleurs, il a dû finir avec un Fuzen, un Gomu Gomu Fuzen pour amortir tout le monde. Pedro, lui, il se demande vraiment ce qu'il fout là, pourquoi... Pecoms, il a adoré, parce que ça c'est vraiment la réplique, c'est merci de m'avoir fait voir que je tiens quand même à la vie, mais franchement je t'en veux trop, puis je vais te niquer la bouche. Nami, c'est normal. Le petit passage de Brook, encore une fois, qui arrive même pas à faire son yo ho 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 ho, qui était excellent. Le chopper, c'est vraiment classe. Et après, quand t'as Luffy, que t'as Carotte justement qui sort et qui est plein d'énergie, et t'as Luffy qui dit bah faites quand même, soyez plein d'énergie, et là on voit que c'est Carotte qui arrive, et ben c'est sympa, parce que moi personnellement, Carotte, je l'ai bien aimé et je l'aime toujours. Donc elle est super sympa. Et là je vais faire aussi une petite parenthèse par rapport à certains commentaires qu'il y a eu sur mon autre vidéo où j'annonce l'arrivée de Carotte. Il y en a certains qui me disent mais putain t'es pas un oracle le doc, parce que vu que tu lis le manga, t'étais au courant qu'elle allait arriver. Mais si vous aviez suivi la totalité de ma vidéo, j'explique que à l'époque, et j'ai donné le lien vers justement la vidéo quand j'ai fait la critique analyse du chapitre 822, j'avais annoncé que Carotte allait venir dans l'équipage. C'était ça que je voulais parler. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est sûr que je vais pas me faire passer par un oracle en vous racontant la suite, en vous disant putain j'ai plein d'idées, ça va être ça les gars. Ouais non, je suis pas... encore une fois, je suis con, je tiens ça de mon grand-père, mais je suis pas con à ce point quand même. Voilà, c'était ça. Alors, concrètement pour finir, j'ai vraiment du mal dans cette vidéo. Pour moi c'est quand même un bon épisode, parce que il est fidèle au manga, il apporte quelque chose au niveau d'Alabasta, et ce qu'il apporte au niveau d'Alabasta, c'est qu'il faut savoir que ça fait 777 épisodes pour One Piece et au Japon, parce qu'il faut bien garder à l'esprit que la Toei ne fait pas ces épisodes pour nous Européens, Américains, tous les autres qui regardent. C'est surtout pour la télé au Japon. Et la télé au Japon, le public qui est destiné, c'est les petits enfants. Les petits 12-13 ans, jusqu'à 12-13 ans. C'est ça. Donc eux, ils étaient pas nés au moment d'Alabasta. Donc avoir le petit flashback, ça leur permet de situer un tout petit peu... Ça leur permet de situer, voilà, justement, un petit peu de... qui est cette fille, pourquoi, et ça permet aussi aux parents qui regardent peut-être avec eux d'avoir ce petit souvenir comme moi j'ai eu, et ce petit sourire, cette petite nostalgie. Et pour ça, cet épisode remplit parfaitement les critères. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse d'épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas le principal, le One Piece existe.